reste une dernière conférence. Alors là, on va rentrer vraiment dans un domaine encore plus prospectif puisqu'on va parler de l'électricité et l'aviation. Et donc, c'est M. Jean Bouty qui va nous présenter ça. CV extrêmement long, extrêmement compliqué. Vous me permettez de le raccourcir? Oui, ne vous inquiétez pas, du moment que... Mais je vais quand même venir à des messages importants. Oui, absolument. Parce que je suppose que dans l'Assemblée, j'ai beaucoup de chimistes et d'électrochimistes. Moi, je suis ni chimiste ni électrochimiste, mais je sais assembler des batteries. Parce que jusqu'à présent, on l'a fait nous-mêmes. Et j'aimerais bien qu'on arrive à trouver des batteries qui soient économiquement viables et surtout aussi qui puissent tenir la distance pour faire les futurs avions électriques de demain. Alors, je vais vous présenter un peu Voltaero. J'étais pendant 10 ans le CTO du groupe Airbus. Et c'est moi qui avais fait la feuille de route pour tout ce qui était électrique et hydrogène pour le groupe, puisque je venais de l'automobile, où j'étais à la General Motors et j'étais en charge des fuel cells, de l'hydrogène et des hybrides. Donc, j'ai passé un peu de ma vie là-dedans. Alors, notre objectif, c'était d'imaginer un avion Casio qui soit non seulement fait pour... Vous savez, en Europe, on aime bien le CO2, on en parle tout le temps. Mais quand vous faites un avion mondial, je peux vous dire que moi qui vis aux États-Unis la moitié de mon temps, les Américains n'ont rien à foutre du CO2. Ce qui les intéresse, eux, c'est les performances. Si c'est pas bruyant, c'est vachement bien, parce que comme ça, ils peuvent décoller la nuit, atterrir la nuit, etc. Et quand vous êtes en Asie, vous êtes entre les deux, quoi. Donc, il faut arriver à faire un produit. Le plus gros marché au monde de l'aéronautique, c'est bien entendu les États-Unis. Ensuite, ça va être l'Asie. Et nous, les Européens, il faut continuer à se développer, continuer à faire des avions et être leader. Chose que la France, dans les petits avions, n'est plus leader du tout. On n'est même pas là, alors qu'on est la deuxième industrie aéronautique au monde. Voilà, ça, c'est quelques petits messages d'introduction. Et donc, on fait une famille là, de 5 à 12. On va commencer avec le 5 places. Si vous venez au Bourget ce week-end, passez au stand B4, vous verrez notre avion. Là, il est exposé dehors, chez l'un. Et puis on a fait voler notre avion qui vole maintenant depuis 4 ans, qui est quand même le plus puissant avion au monde hybride électrique, le Casio S, qui a volé lundi, mardi, mercredi. Donc vous savez, on sait faire quelque chose en France quand même, hein, sauf les batteries. Pour l'instant. Voilà, donc 5 à 9 passagers, donc ça fait en fait, ça va jusqu'à une douzaine de places, hein, parce que là c'est passager. Et on est non seulement éco-responsable, mais aussi on s'intéresse à la bruyance et on s'intéresse à la multifonctionnalité. Ça c'est important, c'est-à-dire faire entrer des gens qui sont handicapés dans un avion sans qu'ils aient à monter sur l'aile, pouvoir mettre un brancard dans un avion pour qu'ils puissent justement faire en sorte qu'on fait l'évacuation médicale. Ça, c'est des choses aussi importantes que de transporter les passagers. Donc, on a fait tout ça dans cet avion dès l'origine. Alors, voilà, on a commencé, quand j'étais chez Airbus, comme je vous disais, j'ai fait une petite équipe à Royan. On avait créé un Cri-Cri. En 2011, on fait voler ça au Bourget, 20 kW, 4 moteurs électriques de 5 kW chacun. Et Didier Esten, qui est mon associé, c'est lui qui le pilote. Il n'a pas peur, hein. On crée les avions et lui il pilote. Et il avait volé sur celui-là en faisant de l'acrobatie, des acrobatiques. Ça, c'était le Bourget 2011. 2015, on fait voler l'Ifan, qui était un avion pur électrique, qui avait fait l'inverse de Blériot. On était reparti de l'Angleterre et on arrivait à Calais. On était parti de Leeds pour arriver à Calais. On s'était dit à l'époque, les vents vont être favorables, on va faire l'inverse. Et puis on s'est retrouvé en haut. Les vents étaient défavorables. Donc on a fait 47 minutes de vol en serrant, comme on dit en français, les miches, quoi. Il fallait vraiment... 47 minutes de vol avec des batteries. Toutes ces batteries, on les avait dessinées nous-mêmes, intégrées nous-mêmes. Et c'était à l'époque des COCAM, qui étaient des poches et pas des cellules circulaires. En 2020, on fait voler le Casio 1, qui est 600 kW, je vous l'ai dit. Et là, on avait batterie toujours faite par nous-mêmes, l'équipe. Hein, j'avais pris l'équipe, on a créé Voltaero en 2018, puisque Airbus ne voulait plus faire de petits avions électriques. Moi, j'avais dit il faut continuer la feuille de route, donc on a créé Voltaero avec l'équipe. Et on a fait voler ce Casio S avec, il a 350 kg de batterie, 5 moteurs électriques et un moteur thermique Nissan.
Et c'est le dérivé de celui-là. On ne voit pas le Casio S, le Sustainable qu'a volé au Bourget. Celui-là, on l'a fait voler avec électrique et biocarburant, qui était à base de résidus de raisin. Donc on a pu faire, avec cet avion, on a pu démontrer qu'on avait 65% de réduction de CO2 avec le fuel, et le reste, c'était l'électrique. La combinaison des deux nous donnait 82% aujourd'hui, mais avec des batteries qui sont ce qu'elles sont. À moins, je crois que Philippe l'a bien montré, vous aussi, monsieur, vous l'avez bien montré, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas là où on devrait être. Nous, on a un gros problème par rapport à l'automobile et aux camions, c'est que l'automobile et les camions, c'est de la résistance au roulement, les avions, c'est de la gravité. Donc, double peine, parce qu'il vous faut l'énergie pour pouvoir décoller, puisque nous, on veut faire du tout électrique pour ne pas déranger l'environnement, parce que pour nous, le silence, c'est aussi important. Et après, vous avez un problème aussi, c'est la durée de vie et le taux de décharge en fonction de la durée de vie. Parce que s'il faut changer les batteries tous les 3 mois, parce que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir seulement 50% de taux de charge qui reste en fin de vie. Nous, notre vie, elle doit être entre un taux de 100% de charge jusqu'à 80. Après 80, la gravité vous empêche. Donc il faut sortir la batterie et la donner à d'autres qui pourront l'exploiter pour d'autres besoins. Donc il faut penser au cycle. Vous avez montré un cycle, nous on en a un autre, mais c'est le même problème. Sauf qu'on est un peu en décalage. C'est peut-être pour ça que les constructeurs de batteries automobiles ne nous aiment pas beaucoup. Jusqu'à présent, on fait tout nous-mêmes. Parce que, et qui nous crée un problème d'ailleurs, j'y reviendrai. Donc voilà, ça j'oublie. Ouais. Ah, j'ai pas la nouvelle version, excusez-moi, il y avait un film, j'avais envoyé une nouvelle version avec le film du Casio S, là, c'est pas grave, voici l'avion, vous voyez, 2 moteurs électriques de chaque côté, un moteur thermique à l'intérieur avec une génératrice, et les batteries qui sont en fait en dessous, sous le plancher, quand on fait du décollage, on tire directement sur les batteries pour animer les moteurs électriques. Quand on est en altitude, on met en route le moteur thermique qui, lui, va faire à la fois de la recharge, mais qui peut aussi... C'est un APU, ça contribue à la longévité du vol. On peut être en tout électrique pendant 100-120 km. Et puis au-delà, il faut forcément passer à l'hybride. Et nous, on a la prétention quand même de faire 3h30 de vol avec cet avion. Voilà, le voilà. Donc, un gros challenge, très gros challenge. Et je voudrais y venir. En fait, c'est la densité énergétique. Nous, on a les contraintes de l'EASA, la FAA aux États-Unis, qui sont énormes. Beaucoup plus qu'à l'automobile. Quand j'étais à l'automobile, je n'avais pas tous ces problèmes-là. Pour certifier un avion électrique hybride, on a tout un tas de règles qui s'imposent à nous. Et aujourd'hui, au mieux, ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, c'est à peu près une densité énergétique entre 180 et 200 Wh au niveau du pack intégré. Alors plein de monde va se dire ah, mais on peut faire 500 Wh par kilo. Oui, attention, entre un bouton et puis entre une intégration dans un avion, c'est très différent puisque l'EASA, par exemple, nous impose de pouvoir déconnecter chaque cellule au cas où il y a un problème pour éviter ce qu'on appelle bien sûr le runaway. Et ça, c'est très important. Donc, tout ça, ça vous prend du poids, ça vous coûte en énergie, en densité énergétique. Aujourd'hui, sur cet avion-là que vous avez vu derrière moi tout à l'heure, c'était un avion qui a 210 kg de batterie. C'était pour nous le meilleur compromis pour faire cet avion. Si je devais faire un avion tout électrique qui puisse faire une distance raisonnable, et pas équivalente mais raisonnable, il me faudra entre 600 et 1 tonne de batterie. Et donc on a vite tourné. Alors les 2 premiers avions, je veux dire, les petits, là, ils étaient en tout électrique. Les derniers que je vous montre, ils sont en hybride. Il est hors de question de pouvoir faire un avion qui se respecte, avec une distance qui se respecte, en tout électrique aujourd'hui. C'est pas possible. La seule façon d'y arriver, c'est avec un pack qui ferait 500 Wh par kilo. Voilà. Donc ça, c'est le challenge. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un gros avion
au-delà même de 4 places, mais pour faire 100 km, 150, vous ne trouvez jamais rien d'autre. Donc il faut passer à l'hybridation forcément. Mais si on avait 500 Wh par kilo, là on rediscuterait. Donc voilà notre système tel qu'il est aujourd'hui. En fait, un moteur générateur, une batterie, 2 moteurs électriques. Et on doit répondre aux contraintes de l'EASA qui s'appelle la DO 160 et qui est extrêmement restrictive pour nous. Et je les comprends bien parce que nous aussi, on n'a pas envie de prendre des risques. Quand vous mettez des gens en l'air, c'est une sacrée responsabilité. Vous avez un problème avec une voiture, vous vous mettez sur le côté de la route et puis ça va. Mais quand vous êtes là-haut, il faut que tout le monde puisse rentrer de façon très, je dirais, sécure et pouvoir atterrir de façon très sécure. Donc, on a tout un tas de redondances qui sont incluses là-dedans. Et voilà le souci. C'est quand on prend la densité énergétique et puis volumétrique, et puis quand on prend aussi celle gravimétrique, on voit où sont les lithium-ions à l'heure actuelle, on voit les zinc air, vous voyez, on regarde où sont par exemple, où est l'hydrogène. Alors je vous avais fait un petit laïus sur l'hydrogène parce que j'adore l'hydrogène, comme j'étais en charge, je me disais tout le monde parle de l'hydrogène, donc il fallait bien mettre quelque chose sur l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est extrêmement compliqué aussi à mettre en œuvre dans un avion. Et ça, c'est quelque chose que... L'hydrogène a un rendement, quand vous l'intégrez totalement dans un avion, il va être aux alentours de 30-35%. Okay. C'est un fuel exceptionnel, etc. Mais à la finale, vous le brûlez dans un moteur, etc. Vous avez 35%. Vous prenez une batterie, là. Oui, c'est vrai qu'elle a des problèmes. Mais elle vous restitue à 98%. Vous l'avez montré qu'il y avait un rendement de 98% entre ce que vous rentrez et ce que vous ressortez. C'est quand même pas mal. Donc si on est capable d'améliorer la chimie, si on est capable d'amener ces batteries à 500 Wh par kilo au niveau du pack, on a quelque chose de gagnant. Voilà. Donc ça, c'est... Et puis, le coût des batteries, par rapport à mettre en place une infrastructure à hydrogène, le stockage de l'hydrogène, etc., mon avion, il va prendre 3 fois le prix. Donc, tout ça, ça nous donne une opportunité. Alors moi, je ne suis pas un chimiste, mais les batteries, comme je vous disais, on les a faites nous-mêmes à partir de cellules qu'on avait prises. Et c'était des cellules japonaises. D'abord, on a commencé avec le COCAM, qui était bien sûr les coréennes. Et puis ensuite, quand on est passé au Casio 21, pardon, Casio 1, j'ai pris des cellules japonaises de chez Sony qui marchent très bien, très très bien. Mais bon, on est à 200 Wh par kilo. Et on a bien travaillé, je vous assure, on a essayé de faire au mieux pour avoir le meilleur rendement possible. Voilà, donc ça, c'est notre problème. Et voilà l'autre problème que je vous disais. En fonction du taux de décharge, vous voyez la plage d'utilisation pour nous dans l'aviation, c'est le carré, vous le voyez gris, moi je le vois vert, là, mais enfin, ça vous donne à 1C, vous voyez, le taux de décharge, et vous disais, voilà, on est limité après, en fonction des tensions de batterie, voilà, on est limité, et si on prend 10C, regardez la durée de vie, si vous voulez garder 80% de durée de vie, etc., ça veut dire que vous avez quand même un challenge assez important, sachant que nous, on veut travailler avec une batterie de puissance plutôt qu'une batterie d'énergie. Parce que quand vous voulez décoller et atterrir en électrique, que vous ne voulez pas faire de bruit, il faut tirer sur la batterie. Il ne faut pas la faire surchauffer. Et après, bien sûr, c'est de l'énergie. Mais pour nous, c'est surtout la puissance qui nous intéresse sur un temps assez court, le temps de décoller et de monter. Et puis après, on met en route le moteur électrique qui fait la recharge. Le moteur thermique, pardon, qui entraîne la génératrice et qui fait la recharge. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous, on a vu dans cette affaire? Je parle dans notre milieu à nous. C'est que les gens à qui on a affaire, ils n'en connaissent pas beaucoup plus que nous dans les batteries et la chimie des batteries. Il y a énormément, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à notre monde. Parce que peut-être que c'est peut-être un peu plus effrayant, parce que ça demande un peu plus de, comme je vous disais, de contraintes. Et vous vous rendez compte qu'ils font à peu
près tout ce que nous, on a fait dans le passé. Ils achètent des cellules qui existent, on essaie de trouver les meilleures possibles, et puis on les monte, on fait nous-mêmes nos packs batteries, on les intègre. Et puis après, ces gens-là, ils viennent vous voir en disant, voilà, nous, on sait faire de la batterie. Je pense à des Américains qui nous ont fourni un pack batterie qu'on a testé, je pense à des Suisses, etc. Tout ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, on n'a pas été capable de vraiment dire ça se distingue et ça ressort du lot. Donc on a, à vous tous là, qui êtes dans l'Assemblée, là, faites-nous des batteries françaises qui sont dignes de ce nom. Et j'attends simplement que Saft vienne avec ce qu'ils ont fait avec l'accord avec Safran, qu'on ait pu savoir dans les 3, 4, 5 ans qui viennent des batteries dignes de pouvoir être mises dans un avion. Surtout qu'on a un avantage. L'avantage qu'on a, c'est que nous, le prix d'un avion, c'est quand même assez conséquent. C'est plus cher qu'une voiture, c'est plus cher qu'un camion. Donc on a un peu de marge là, si vous voulez, pour faire des trucs un peu d'avant-garde. Donc voilà, je voulais envoyer ce message. Et vous voyez, il faut qu'on puisse avoir des cellules qui soient réparables, qu'elles soient en fait qu'on puisse les contrôler une par une. Et puis ça, c'est des choses qu'il faut absolument mettre en route. Et je vous dis, ce qu'on a vu jusqu'à présent chez nous, on est loin du compte encore. Voilà. Malheureusement, c'est ce qu'il en est. Donc, il nous faudrait un produit, alors je parlais bien de Safran et de Saft, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'ils travaillent à améliorer et nous faire des batteries de nouvelle génération. Un produit stratégique pour l'industrie aéronautique, ça c'est sûr. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de souveraineté nationale. Ça me gêne beaucoup. Je voudrais quand même qu'on soit capable bientôt. Nous, on a monté les moteurs Safran dès l'origine. On a été les premiers à faire voler des moteurs Safran électriques. J'aimerais bien être le premier à faire voler des batteries françaises type Saft, qui soient des batteries de puissance. Et ça me ferait bien plaisir. Donc, vous voyez que les moteurs aujourd'hui sont déjà certifiés. Safran les a. L'Engine US, qui est d'ailleurs sur notre stand, est déjà certifié. Et les spécifications pour les batteries, elles sont très connues. On sait vraiment vous donner une spécification. Et je vous dis, nos projets maintenant, moi vous savez, je suis à 1 an et demi de la certif. Donc je ne suis pas si loin que ça. Je vais produire des avions en 2027. Donc on n'est pas très loin et on est déjà mature. Donc on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais on a des carnets de commandes qui grossissent. Hier, on a encore signé, nous, Voltaero, 30 avions avec la Malaisie en précommande. Vous voyez, on a un carnet de commandes de 300 avions maintenant. C'est plus ce qu'il nous en faut. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on se garantisse du futur et qu'on puisse faire des avions de plus en plus performants et de moins en moins chers en utilisation. Ça, parce que si je dois changer ma batterie, ce qui est l'élément le plus sensible tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou même tous les ans, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci.